I am the master of my fate. L'important n'est pas ce que tu es, Captain, my captain. mais ce que tu as choisi d'être. I am the captain of my soul. Bonjour, meilleurs vœux à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Capitaine au Capitaine. Le podcast pour avancer dans sa quête de sens et de renouveau, comprendre les transitions et redevenir capitaine de sa vie. Nouvelle année, nouvelle impulsion, vous faites peut-être partie des personnes qui souhaitent contribuer davantage aux enjeux de notre époque et qui ne savent pas encore tout à fait comment le faire. J'espère que l'échange qui va suivre va alimenter votre réflexion. Je me trouve à la mairie de Bordeaux, dans le bureau de notre invité du jour, Camille Choplin, maire adjointe et pas que. Je lance un appel à quiconque a déjà vu Camille Choplin de mauvaise humeur. Camille sourit à la vie qui le lui rend bien. Épouse épanouie, maman accomplie, professionnelle passionnée, elle a fait de son engagement son activité. Elle surfe sur les opportunités sans jamais être opportuniste. Disponible malgré un agenda surchargé, Camille sillonne la métropole pour encourager les initiatives associatives, comprendre les enjeux du territoire, recréer du lien démocratique, rabibocher les Bordelaises et les Bordelais avec l'institutionnel, en leur montrant que ce sont eux qui ont le pouvoir de changer les choses. Écolo convaincu, Camille ne cherche pourtant pas à convaincre, mais à libérer les possibles de celles et ceux qui ont envie de faire juste, de faire bien, de faire pérenne. Si elle se définit comme une militante du bon sens, Camille aura déjà porté plusieurs casquettes dans sa vie. Blogueuse de la première heure, romancière, chargée de communication, entrepreneuse, elle entre en 2020 dans le monde de la politique comme principale colistière de la liste Bordeaux Respire. Aujourd'hui maire du quartier Nansouty-Saint-Genès, son quartier de cœur où elle habite depuis plus de 15 ans, elle cumule aussi d'autres responsabilités importantes puisqu'elle a dans son portefeuille d'adjointe la vie associative et également conseillère municipale déléguée en charge des initiatives citoyennes. Excusez du peu. Bonjour Camille. Bonjour Baptiste. Alors Camille, qu'est-ce que tu penses déjà de cette petite introduction ? Mais c'est flatteur, ça fait toujours bizarre d'entendre un petit condensé de sa vie en quelques minutes comme ça. Il y a une phrase sur laquelle j'ai tiqué. Ah oui, cherche pas à convaincre, un peu quand même. Un peu quand même. Ah oui, on est tous pareils. On est à la mairie de Bordeaux, un lieu chargé d'histoire. Merci de nous recevoir dans ce bureau. Je te propose un échange en 4 chapitres. Le premier, puisque tu sais, on s'intéresse aux transitions de vie, au parcours. Tu as mené en 2006, tu vas nous en parler, tu as créé un projet qui s'appelle Écolo Girl. Et voilà, ça m'intéresse de savoir quel est le cheminement qui t'a mené jusqu'à ça. Dans un deuxième temps, je serais très curieux aussi de savoir comment tu arrives à te sentir capitaine de ta vie. Comment, dans un troisième temps aussi, comment dépasser ce que l'on appelle aujourd'hui l'éco-anxiété. Je pense qu'on est de plus en plus à être concernés, on en parlera. Et puis, beaucoup d'entre nous aussi cherchent à plus contribuer dans leur vie à ces enjeux, à ces défis de notre époque. Et ça fait partie de tes missions dans le cadre de la mairie de Bordeaux. Donc voilà, si tu peux nous éclairer aussi un peu de ton témoignage là-dessus. Ça te va ? Très bien. Bon, super. Donc, je le disais, pour commencer, en 2006, tu crées un blog, Écolo Girl, qui depuis s'est transformé, a pris de l'ampleur. Mais avant que tu nous parles du projet en lui-même, quel a été le cheminement de passer de Camille Choplin à Écolo Girl ? Oui, je m'appelais Camille Choplin parce que Camille Choplin, c'est mon nom de mariée. Exact. Et c'est vrai qu'en 2006, ça faisait 1 an que j'étais mariée. Et ça faisait 3 ans que je travaillais dans les compléments alimentaires naturels. C'était mon premier job. Donc j'ai une formation de communication et marketing et donc je suis rentrée dans cette boîte et c'est là où je suis un peu tombée dans le bio. Donc je vendais des compléments alimentaires naturels, donc des probiotiques qui n'étaient pas connus à l'époque, de la levure de bière, des choses comme ça. Et j'allais beaucoup en magasin bio pour à la fois former les vendeurs à ces produits-là et puis rencontrer j'allais dire les habitants, les clients. Ouais. Rencontrer les clients des magasins pour leur faire connaître les produits, donner des échantillons, etc. Et c'est à force de traîner un peu comme ça mes guêtres dans les magasins bio que j'ai pris conscience que j'avais un peu mal au ventre, que des fois j'étais fatiguée. De discussion de fil en aiguille, on m'a conseillé de prendre de la spiruline. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres façons de manger, de se soigner que celles que je connaissais jusque-là. Donc j'étais 2003, j'avais 24 ans, donc j'étais encore toute jeune adulte. Je commençais
me faire à manger, etc. Donc voilà, je suis rentrée vraiment dans ce truc-là plutôt par la santé. D'accord. Et cet emploi, tu y es venu comment? Parce que je crois que tu as fait des études dans l'information et communication. J'ai fait des études de com. C'était une annonce. En fait, ma chef était une ancienne du CELSA. Moi, j'ai fait l'école du CELSA et elle cherchait parmi les nouveaux diplômés. Et c'est comme ça que je suis arrivée dans ce laboratoire-là. Et très vite, je me suis dit, toutes ces informations que je suis en train d'engranger, toutes ces expérimentations que je fais sur moi-même, le fait que je commence à me sentir mieux, il faut que je le partage. Donc, c'était vraiment une question de partage. À l'époque, les réseaux sociaux n'existaient pas, donc en 2006, et c'était la grande époque des blogs. Et je me suis dit, tiens, je vais créer un blog, j'aime bien écrire, et je vais partager avec mes copines. C'est vraiment né tout simplement comme ça. D'accord, et donc pendant quelques années, ça en est resté à une étape de blog, oui. Puisque après tu as enchaîné avec la Maison éco-citoyenne, c'est ça? Alors pas tout de suite, ouais. Je suis arrivée à Bordeaux en 2007, d'accord. Donc vraiment un peu de temps après la création du blog, et là j'ai travaillé dans les cosmétiques bio. C'était ce que je voulais faire, donc ça tombait très bien. Et puis, et après, en 2012, je suis arrivée à la Maison éco-citoyenne. C'est quoi une Maison éco-citoyenne? Une maison éco-citoyenne, c'est en tout cas à Bordeaux, c'est un lieu où les gens viennent, un lieu pour être sensibilisés à l'écologie, au développement durable. Donc c'est un lieu qui jusqu'à présent accueillait des scolaires, du grand public, où on a créé des expositions. Moi j'ai travaillé sur des expos formidables, sur la mode responsable, sur l'alimentation. Voilà, on a fait pas mal d'expos, beaucoup d'ateliers pour faire soi-même, apprendre à faire soi-même, apprendre à coudre, à réparer son vélo, à réparer des objets, des repair cafés. On a fait beaucoup de projections de films, de conférences, etc. Donc ça a été un peu ton école aussi, c'est la progression logique, parce que j'imagine qu'on découvre plein d'initiatives, plein de choses. T'étais chargée de communication, toi En fait, ce qui m'a plu, c'est que moi, donc, j'ai travaillé 8 ans dans le privé à vendre des produits, et je suis arrivée à la Maison éco-citoyenne, j'avais rien à vendre, j'avais juste à essaimer ce pourquoi j'étais moi convaincue, un monde plus vivable, plus soutenable, une reconnexion avec la nature, et donc rien à vendre, mais juste à prêcher la bonne parole. Donc c'était génial, et j'ai découvert aussi la Maison éco-citoyenne est un établissement public, donc je suis devenue fonctionnaire pour rentrer pour ce job-là. J'étais avant dans le privé, donc je suis devenue agent de la fonction publique, et c'est ça aussi qui m'a aussi révélée au sens, je pense, de l'intérêt général. Donc là, tu as ton activité qui est centrée autour de ton engagement déjà, ou des enjeux qui te tiennent à cœur, on va dire, et tu as ce site en parallèle, donc Ecologueur. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce blog? L'impulsion au départ, c'était de partager des tips, c'est ça? L'impulsion, c'était vraiment de partager. Et puis après, Ecologueur, elle a grandi avec moi au fur et à mesure. En gros, j'écrivais sur ce qui m'inspire, ce que j'ai pu pratiquer. Enfin, on est vraiment sur un truc très pratico-pratique. Okay. Et puis, c'était encore une fois, il faut se remettre dans le contexte. Il y a 16 ans, il n'y avait pas toute cette mode du zéro déchet. Maintenant, des blogueuses écolos, il y en a à l'appel. Et c'est génial. C'est vrai qu'à l'époque, on n'était pas très nombreuses. Et parfois, les gens nous regardaient un peu comme des ovnis, mais on a défriché, je pense. Et puis voilà, donc j'écrivais vraiment sur ce qui me plaisait, ce qui me parlait au moment. Ok, et donc maintenant, je comprends bien, le projet a muté presque, il t'a dépassé. J'ai une amie récemment qui me dit, j'ai trouvé mon appart grâce à Ecologueur. C'est devenu un réseau local, en fait, quoi, aussi. Où est-ce que ça en est aujourd'hui ? Plans locaux, vraiment locaux. Et puis on s'est dit, on va créer un petit groupe sur Facebook pour partager, et on se fera entrer par cooptation. D'accord. Et on s'est dit, on va l'appeler les Écolo Girls, mais moi c'était comme ça, puis je pensais qu'on serait 50, 100.
Et je ne pensais pas que ça prendrait cette ampleur-là, mais c'est vrai qu'il y a un tel engouement en ce moment pour l'écologie que forcément, il y a de plus en plus de personnes qui nous rejoignnent, donc toujours par cooptation. Donc ça reste un groupe secret, on ne peut pas nous trouver si on ne nous connaît pas. Donc il faut se faire... J'allais faire de la pub pour... mais non. Voilà, on n'est pas censé en parler. Bon, c'est vrai que maintenant, le succès nous dépasse un petit peu, mais normalement, ça reste sous le manteau. D'accord, très bien. Et comment ça se passe, toi, à ce moment-là, dans ta vie, puisque tu prends conscience de certaines choses, de certains enjeux, tu découvres des... Comment ça se passe avec ta famille, par exemple? Tu as 2 enfants, mais est-ce que c'est des choses qui étaient déjà partagées dans votre couple, ces réflexions, même ta famille au sens plus large? Comment ça a percolé, tu vois, avec ton entourage, en commençant par ta famille, mais aussi avec tes amis, avec la famille plus élargie? Comment ça s'est passé, ça? C'est venu assez simplement, je pense. C'est une évolution. Après, moi, je suis pas quelqu'un de... alors, j'aime pas le mot radical, parce que radical, ça veut dire revenir à la racine, mais je suis pas quelqu'un de véhémente. Je suis pas dans la lutte. Moi, je suis plutôt soft power, tu vois. On y va tranquille. Enfin, voilà, c'est très rare que je me mette en colère pour mes convictions. Je vais plutôt chercher à comprendre pourquoi la personne en face de moi, elle pense pas comme moi. Et essayer de trouver un peu où est-ce que je vais pouvoir arriver à un terrain d'entente. Donc c'est rare que je m'engueule au repas de famille ou des choses comme ça. C'est pas dans mon dans mon style. Après avec mon mari on avance assez bien ensemble, et lui il est vachement là-dedans aussi. Il lit énormément, il se passionne pour ces questions. Il a plein de projets professionnels, justement, autour de la transition, etc. Donc, au niveau du couple, voilà. Puis après, mes enfants, ils sont nés, on était à fond dedans tous les deux. Donc, il n'y a pas de problème. Et puis après, les parents, frères et sœurs, c'est une prise de conscience assez globale quand même. Donc, on n'est pas dans des familles qui sont... Non, je veux dire, ils ne se sont pas dit, parce que ça arrive parfois de dire, oh là là, surtout à l'époque, maintenant un peu plus, c'est vrai, mais surtout à l'époque, de dire, mais pourquoi elle part là-dedans? Non, pas du tout. D'accord. Non, toujours été pas soutenue aussi oui. de ton entourage, parce que je sais que c'est un manque chez certains qui cherchent à oser, pas simplement dans les enjeux sociaux et environnementaux, mais quand on cherche à faire une transition, c'est pas toujours évident de faire comprendre, déjà de l'exprimer, ce qu'on souhaite, parce que c'est pas toujours clair pour nous, et d'emmener nos proches aussi avec nous. Mais toi, ça n'a pas été... Le regard des autres peut être très inhibant, en fait. Et c'est vrai que souvent, les gens qui osent, c'est ceux qui disent « mais je m'en fous, je vis ma vie, je fais mon truc ». Mais ça, c'est quelque chose dont j'ai pris conscience quand j'ai commencé à faire des conférences, et notamment sur le zéro déchet, où j'avais des retours de personnes dans l'auditoire qui disaient « ah non, mais moi... quand j'en parle à mes proches, on me dit mais n'importe quoi, ça sert à rien ce que tu fais, voilà. Et c'est vrai que c'est décourageant, c'est très décourageant. Et moi je suis pour qu'on se lâche la grappe en fait. Si elle a envie de faire du zéro déchet, qu'elle fasse du zéro déchet. En quoi ça gêne? Ou comme tous les conseils qu'on peut entendre sur la parentalité, quand tu as un bébé et que tu as envie de l'allaiter à la demande, de quoi je me mêle, j'ai envie de dire. Enfin voilà, c'est à chacun de vivre aussi les choses comme il l'entend. Et c'est vrai que le regard des autres peut être parfois bloquant. Et puis je parle de parentalité. Quand on est une jeune maman et qu'on est fatigué, c'est vrai que ça peut être très perturbant quand une personne vient vous donner des conseils, des injonctions contradictoires. Et après, on ne sait plus, en fait. On ne sait plus. Alors que au fond de soi, on sait, on est des mammifères, on est des animaux, on sait ce qu'il faut faire. Mais il y a tellement de trucs dans tous les sens. Pour l'écologie, c'est pareil, quoi. Tu utilises ton empathie, finalement, pour ne pas tomber dans la colère, quoi, ou dans l'incompréhension de l'autre, quoi. Ouais. Ok. Alors maintenant, tu as franchi un pas de plus, puisqu'en 2020, donc, comme tu le dis, tu décides de franchir un nouveau cap en t'inscrivant sur la liste Bordeaux Respire. Comment ça s'est fait ?
Et il y a juste 2 petites étapes que tu as zappées. Oui. Mais bon, je ne sais pas si Si, on peut en parler. Si, parce que ça fait partie du... Bah, Si, tu as raison. Parce que comme on parle sur aussi les changements de vie, je pense que ça a été hyper fondateur aussi. Les apéros écolos, c'est quand même hyper bien parce que c'était donc très simplement en 2008 avec ma copine Anne-Sophie, on s'est dit il faudrait fédérer les gens, tu vois, c'était encore avant les Écolo Girls, fédérer les gens autour de ces questions d'écologie et tout. Donc on va faire des apéros et on va parler d'écologie de façon décomplexée. Et c'est vrai que c'est super parce que voilà, c'est tout simple, on va dans un bar, on prend un thème, on rassemble les gens, enfin c'est pas compliqué quoi. Donc des fois il y a des petites initiatives comme ça et puis qui après font boule de neige et puis on se crée une communauté et on rencontre des gens et ça permet de parler d'initiatives hyper intéressantes dans la ville. Donc ça c'est très chouette et je sais plus à combien on en est, mais voilà. Ça continue alors ? Ça continue tranquillement, on va dire. Avec le Covid, on a eu un petit arrêt. Et puis là, j'ai une copine qui reprend donc, tranquillement. Mais on en est à une 60aine, un truc comme ça. Ouais. Voilà, et puis le roman, quand même. Oui, l'autre étape, j'ai oublié de le préciser. Je l'ai dit dans l'introduction que tu étais romancière. 2018, la première parution, et reparaît en 2020 en livre de poche. Ouais. Tout le monde ne raffole pas des brocolis. Voilà. Drôle de titre, qu'est-ce qui se cache derrière ? Écolo. Mais pourquoi j'en suis venue ? Parce que voilà, j'en suis venue à écrire Écolo Girl et en fait le roman c'est pareil. Je me suis dit j'ai des choses à raconter, j'ai envie de partager toujours cette expérience de comment moi je vois les choses et je vis les choses. Mais il y a plein de gens qui lisent pas les blogs et puis après voilà, il y a eu mon compte Facebook, mon compte Instagram. Mais voilà, il y a plein de gens qui sont pas là-dessus. Comment je peux toucher d'autres personnes ? Et je me suis dit que la fiction pouvait être une façon un peu décalé d'aborder ces sujets-là en s'attachant aux personnages, etc. Et c'est vrai que en écrivant le roman, donc je l'ai écrit pendant que je travaillais à la maison éco-citoyenne, donc en gros le soir, quand les enfants étaient couchés, je me remettais sur mon petit ordi. J'ai eu la chance d'avoir une éditrice qui est venue à moi avant même que je commence à parler du projet, donc ça c'était génial aussi. Les synchronicités, il y en a beaucoup dans ma vie. Voilà. Ça s'attire, les synchronicités, ça se déclenche ? Là, très clairement, je commence à écrire sur le papier mes idées. 15 jours plus tard, j'ai une éditrice qui m'appelle. Enfin, c'est quand même assez dingue, quoi. Donc, j'imagine que toi, tu ne vas pas le qualifier de hasard. C'est quoi ? Ça faisait 1 an qu'elle voulait m'écrire parce qu'elle voulait justement faire un guide pratique de l'Écolo Girl, sachant que moi, je n'étais pas du tout là-dedans. Et si elle était venue il y a 1 an, je lui aurais claqué la porte au nez. Enfin, je lui aurais dit, j'ai pas le temps, j'ai 2 enfants en bas âge, je ne peux pas écrire un livre, quoi. Et là, le fait que j'ai eu cette idée de livre et qu'elle vienne à moi, les choses se sont faites tout naturellement, quoi. Et c'est suite à la publication du roman que j'ai quitté la maison éco-citoyenne et que j'ai créé ma boîte aussi, parce que ça aussi, c'est un petit passage quand même important. Je l'ai pas, celui-là. C'est quoi la boîte, alors ? Écolo Girl. Ah, d'accord, que c'est assez transformé, que le blog s'est transformé, que c'est devenu... En fait, je me suis dit, j'ai un bon nom de marque, je suis connue maintenant avec ça, voilà. Et puis, bon, j'ai créé ma micro-entreprise, mais c'est vrai qu'avec le roman, j'ai commencé à donner des conférences, j'ai fait des petits ateliers Écolo Girl débutant, par quoi je commence. Et tout ça, mis bout à bout, ça me faisait une sorte de petit projet professionnel qui était sympa. Et donc, j'ai quitté la maison éco-citoyenne, je me suis mise à mon compte. J'ai aidé une entreprise dans sa transition écologique aussi. Donc ça, c'était plus un accompagnement un peu de consultante et tout. Mais voilà, par l'intelligence collective et tout. Donc j'étais dans ces trucs-là. Et c'est à ce moment-là que Pierre Hermic est venu me chercher, en fait. Et voilà, donc comment c'est venu ? Pierre Hermic est le maire de Bordeaux, pour ceux qui Pierre Hermic est le maire pas de des locaux. Voilà, et donc à l'époque, il montait sa liste pour les municipales. Donc là, on est en novembre 2019. Et puis, il cherchait sa numéro 2. Il voulait quelqu'un qui ne soit pas dans un parti. C'était important pour lui d'avoir une personne de la société civile et qui soit très engagée et un peu connue, je pense aussi, sur la ville de Bordeaux. Et puis, au début, j'ai dit, non, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Moi, je suis pas... Voilà, c'est pas dans mon... Oui, toi, tu voulais pas te battre pour... Enfin, quand je dis te battre, c'est jouer ces jeux de politique, là. Voilà. C'est ça c'était un frein important pour toi, parce qu'on s'est rencontrés à peu près à ce moment-là. Ouais. Et le fait qu'on te le serve sur un plateau, finalement, ça t'enlevait ce frein-là, quoi. Oui,
C'est ce qu'un ami m'a dit d'ailleurs. Il m'a dit, parce que moi je disais, c'est trop brutal pour moi la politique, c'est trop dur, et j'ai pas envie d'aller là-dedans, un panier de crabes et tout. Il m'a dit, mais finalement le plus difficile, c'est de se hisser à cette place-là que là on te donne, comme tu dis, sur un plateau. Donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de lutte intestine dans un parti, voilà, c'est juste... Voilà. Puis bon, très clairement, pour être honnête, je m'en suis jamais cachée, je ne pensais pas qu'on gagnerait. Oui, je pense que c'était partagé, c'était une belle surprise. Dans les sondages, on était quand même très... Donc toi, tu le prenais comme une expérience à vivre. Exactement. Okay. C'est un peu ta philosophie de vie aussi, de vivre des expériences. Ouais, quoi. Parce que quand tu te lances dans un bouquin, moi je me dis, il y a plein d'entre nous qui se disent, mais attends, moi j'ai jamais écrit de roman, comment on fait? Tu as regardé des tutos, comment tu... J'avais envie de dire, comment tu prends tes grandes décisions de vie? C'est quoi ton processus, tu sais, quand tu déclenches? Est-ce que... J'essaye de t'orienter un peu parce que je vois que tu fais la moue à dire, oh là, je sais pas quoi répondre. Est-ce que tu consultes les tiens? Est-ce que tu y vas de manière très spontanée? Tu y vas tête baissée puis advienne que pourra? Voilà, comment tu t'y prends de manière générale? C'est marrant, ouais, j'ai jamais trop conscientisé le truc. Il faudrait que je me penche sur la question. C'est hyper intéressant de savoir comment on fait. Et je pense que ouais, il y a des modèles que je reproduis, mais sans m'en rendre compte. Moi, je marche beaucoup à l'intuition. Ouais. Donc, voilà. Là, tu vois, j'ai plusieurs fois... Alors là, par contre, j'ai remarqué un schéma un peu répétitif. C'est au début, je dis, oh là là, non. Genre, je ferme. Et puis, je réfléchis, je discute. Comme tu dis, voilà, je partage. Et finalement, je finis par dire oui. Donc là, c'est arrivé quand même plusieurs fois dans ma vie ces dernières années. Et elle me dit, là, il y a peut-être un petit truc à... Voilà, il ne faut peut-être pas fermer la porte trop vite. Mais peut-être que fermer la porte m'aide aussi à réfléchir et à ne pas prendre des décisions trop hâtives. Donc peut-être que c'est un mécanisme à la fois de défense, mais qui, finalement, pour moi, est important. Et peut-être que c'est comme ça que je fonctionne, finalement. De qui il est important d'avoir l'aval pour toi parce que des fois, on a besoin, tu sais, c'est nous-mêmes qui nous demandons d'avoir des autorisations des autres. Pour qui c'est important d'avoir... que tu aies l'aval, quoi. De mon mari. Là, très clairement, en plus, sur un projet comme celui-là, en plus, c'est arrivé par lui. Donc, c'est ça qui est rigolo. Il ne peut pas râler, en fait, quoi. Et alors là, lui, il m'a clairement poussé. Il était plus motivé que moi au début. Et ça, c'est... Voilà, donc, comme tu dis, il ne peut pas râler maintenant que je ne suis plus jamais à la maison. Non, mais c'est hyper important. Tu te lances pas dans un truc, même dans une campagne électorale, et même si tu te dis on gagnera jamais, sans que ça soit OK avec ton mari et tes enfants. Enfin voilà, c'est quand même un gros investissement personnel en temps, et c'est hyper important d'avoir son aval. Et je pense que c'est la seule personne finalement à qui j'ai vraiment demandé. Alors justement, ça fait partie aussi de se sentir capitaine de ta vie. C'est aussi dans la durée. Et là, tu es très investi, comme je le disais dans l'introduction, tu essayes de répondre le plus souvent positivement à des sollicitations que tu peux avoir. Comment tu arrives à garder cet équilibre aussi, toi, entre ta vie perso, tes responsabilités, ton bien-être à toi, la disponibilité pour tes enfants? Enfin, je pense qu'on est tous un peu dans ce schéma où la vie va vite, la vie va trop vite, où la notion de temps nous échappe. Comment, toi, avec les responsabilités qui sont les tiennes, tu arrives à préserver cet équilibre-là? Ouais, c'est pas une question simple. Il y a en plus dans la vie d'élu, il y a beaucoup de contraintes qui ne sont pas choisies. Il y a beaucoup de choses qui arrivent dans l'agenda où on n'a pas de maîtrise. Voilà, des réunions où il faut aller, des commissions de sécurité, des conseils d'école, des représentations du maire, des mariages, plein de trucs super. Mais c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de blocs de temps comme ça sur lesquels on n'a aucune prise. Après, on a de la prise... alors c'est vrai, comme tu dis, j'essaye de me rendre disponible et tout, mais il faut aussi apprendre à dire non. Donc voilà, il y a des moments, je dis non, je suis pas disponible. Donc voilà. Et puis il y a aussi des moments où tu peux bloquer un peu ton agenda pour faire en sorte de ne pas avoir de rendez-vous à ce moment-là et avoir le temps. Finalement, moi, ce qui me manque le plus, c'est vraiment du temps pour réfléchir. Parce qu'on est beaucoup dans l'action, on est beaucoup en entretien, en réunion, en rendez-vous. Et après, il y a tous ces fameux mails qui arrivent tout le temps. Donc, il faut gérer ces mails. Donc, tout ça, c'est une gestion. Après, chaque élu a sa façon
de traiter son temps. Voilà. Et puis après, moi, il y a des choses que je m'octroie. Il y a des petits plaisirs, mais qui, selon moi, sont juste indispensables, comme ma séance hebdomadaire de yoga. C'est le mercredi matin, tu m'as dit. Le mercredi matin, très important. Ouais. Ou, c'est sans exception, parce que tu en as besoin, c'est non, vital. c'est arrivé que je fasse sauter parce que j'ai des réunions, encore une fois, qui tombent et que j'ai pas le choix de la refuser. Mais la plupart du temps, je m'y astreins. Tu es satisfaite du temps et de l'énergie que tu peux consacrer à tes enfants aussi, puisqu'ils ont 8 et 13, tu m'as dit? Ils ont 8 et 13. Je trouve qu'on s'en sort pas trop mal quand même. Donc, j'accompagne ma fille tous les matins à l'école et c'est notre petit sas. Voilà, on a 10 minutes, un quart d'heure pour papoter sur la route toutes les deux. Bon, après, on prend le petit-déj ensemble, etc. Donc ça, le matin, je suis quand même assez là. Et après, c'est le soir où il me voit pas, donc j'essaye autant que possible d'être là pour le coucher, mais quand je suis pas là, on se voit le lendemain matin. Et puis voilà. Je suis pas non plus en déplacement au bout du monde pendant 15 jours comme d'autres personnes, quoi. Oui. Donc ça va. Très bien. Ce serait quoi tes indicateurs de satisfaction personnelle, tes petites métriques, là, tu sais, des KPI de bien-être, là, où tu te dis, voilà, c'est ça qui fait mon équilibre de vie. Waouh. Moi, je suis très vigilante sur mon niveau de fatigue parce que voilà, je pense qu'on peut vite se laisser complètement déborder et happer par tout ça. Donc c'est écouter son corps. Ouais, c'est ça exactement. Ouais. Écouter son corps et son niveau de fatigue. Enfin, tu le ressens dans ton corps quand t'es fatigué, quand t'es. J'ai envie pardon, excuse-moi, mais de creuser un peu parce que des fois on lance des poncifs comme ça. Il faut écouter ton corps. Concrètement, quand tu te sens fatigué, ça veut dire quoi, écouter son corps pour toi? C'est accepter de ne rien faire. D'accord. Donc, déjà. Voilà, c'est parce que ça, je crois qu'il ne pas se sentir coupable de voir quelque chose. Ça, okay. La culpabilité, on donc, peut en ça parler. veut dire que le soir, quand tu te sens fatigué, c'est d'aller au lit plus tôt, ou alors de passer un dimanche sous la couette devant un bon film et de pas faire le ménage à la place. Carrément. C'est exactement. Ça Ouais. Arrêter de se battre la coupe tout le temps en disant faut que je fasse le ménage, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Non, là, j'ai juste besoin de rien faire. Se méfier des il faut, quoi. Voilà, exactement. Transformer les il faut en j'ai envie. Ouais, de quoi j'ai besoin. De quoi j'ai besoin là tout de suite. Et ça, c'est hyper intéressant de savoir de quoi on a besoin parce que parfois on peut se tromper aussi. Mais je pense que là, plus on vieillit, plus on se connaît et plus on sait de quoi on a besoin. Donc le bien-être personnel, l'énergie finalement que tu peux diffuser. Je sais que tu aimes bien aussi l'analogie du masque dans les avions là, qu'il faut mettre sur soi en premier pour pouvoir nourrir les autres. C'est pas égoïste. Complètement. Mais justement, pour s'inscrire dans la durée, il nous faut ça. Ok, quoi d'autre dans les... Mais tu sais, les trucs tout cons, mais c'est vrai, comme tu dis, se coucher plus tôt quand je vois que je suis un peu fatiguée, se coucher plus tôt, bien manger, les trucs vraiment basiques. Mais mine de rien, tu peux... En fait, il n'y a pas de secret. C'est des trucs qu'on entend on est dans un tout marathon, le temps, quoi. mais on ne le fait pas, quoi. Voilà. C'est revenir au basique, prendre soin de soi, c'est bien manger, bien dormir, se laisser du temps libre de connexion pour pouvoir rire aussi et garder un peu notre joie de vivre. Et du coup, ça nous emmène aussi vers ce thème de l'éco-anxiété quand je parlais de joie de vivre, parce que j'ai l'impression qu'il y a un paradoxe, en fait, c'est que plus on est conscient des enjeux, de ce qui se passe, qu'on a des données chiffrées, qu'on se renseigne, qu'on voit la réalité des choses, et toi tu peux le voir à travers ton poste de maire adjointe, plus il y a cette phase où c'est un peu effrayant de se dire oh là là, mais le monde part en décrépitude, et puis partout dans les médias et sur Internet, on nous annonce l'effondrement, la collapsologie, le truc. Et ça réveille. Je crois qu'il y a une étude qui a été faite, je reprends mes notes, auprès de 10 000 personnes âgées de 16-25 ans, donc on parle vraiment des jeunes actifs, dans 10 pays différents. 84% disaient qu'ils étaient inquiets face à ce phénomène, 59% très inquiets, et plus de la moitié qui se sentaient en colère, coupables ou impuissants. Et ma question, tu la sens venir, c'est comment tu fais toi pour gérer ça? Parce que, comme je le disais, c'est vrai, tu es tout le temps avec le smile et la bonne humeur. En tout cas, tu vois, c'est ce que tu diffuses. Comment tu fais par rapport à ces enjeux? Comment tu gères ton éco-anxiété? Déjà, moi, je pense que j'ai jamais eu d'épisode dépressif, parce que c'est vrai que parmi mes amis qui disent souffrir d'éco-anxiété, il y en a qui tombent vraiment très profondément.
Et ça, moi, je crois que ça m'est jamais arrivé. J'ai eu des coups de blues, évidemment, comme tout le monde. Et puis, voilà. Je pense peut-être aussi que j'évite maintenant de trop lire de choses. Par exemple, les rapports du GIEC, etc. Enfin, voilà, je pense que je sais, j'ai pas besoin d'en savoir encore plus parce que sinon, là, je suis pas bien. Ouais, ça enfonce le clou, quoi. Ouais, voilà. Et puis, moi, le remède que j'ai depuis 20 ans que je me passionne sur ces questions d'écologie, c'est l'action, quoi. C'est vraiment... et c'est pour ça que je fais tout ça aussi. C'est mon moteur, c'est l'action. Donc la colère, je pense que... quand je donnais des conférences, je disais toujours, il y a deux moteurs. Enfin, il y a plein de moteurs d'ailleurs, mais je pense que la peur n'est pas forcément un moteur. La peur, elle a plutôt tendance à nous tétaniser, quoi. Mais t'as la colère et puis t'as la joie. Bon, moi, je suis plutôt côté joie, tu vois, team Joy. D'ailleurs, je l'ai écrit, Joy is the way, sur mon tableau. Et voilà, et je vais toujours chercher, en fait, ce qui me met en joie, parce que sinon, je pense que je suis pas bonne dans ce que je fais. Si j'ai pas la joie, bah c'est pas terrible, quoi. Et voilà, et du coup, agir et comment agir. Et c'est aussi pour ça que j'ai dit oui à Pierre Urmic. C'est qu'à un moment, je me suis dit, je veux avoir un impact. Là, je fais des trucs et tout, c'est bien hein, de faire des conférences où il y a 50 personnes qui viennent t'écouter ou d'accompagner une entreprise dans sa transition, c'est chouette et tout, mais finalement, là, on te propose de passer à l'échelle et d'aller beaucoup plus loin. Est-ce que c'est pas ça que tu veux quand tu dis avoir de l'impact ? Et voilà, donc c'est ça mon... On dévie un peu du sujet de l'éco-anxiété, mais ça m'intéresse maintenant que tu es aussi dans cette grande maison, là, dans ce grand palais. Qu'en est-il ? Tu t'es contente de l'impact que ça correspond à ce que tu t'imaginais, justement, a priori ? C'est plus compliqué ? C'est quoi la réalité ? Parce qu'on a souvent tendance à juger les institutionnels, jusqu'au gouvernement d'ailleurs. Il faudrait faire ci, pourquoi ils font pas ça ? Quand on est dedans... Peut-être on va réaliser c'est pas si facile, non ? C'est quoi ton regard là-dessus ? Déjà, les a priori que j'avais, c'était vraiment le côté très, très violent, très sanglant. Alors oui, il y a des côtés très durs, mais c'est pas ce que je retiens au quotidien. Et je le vis pas au quotidien, la dureté. Et après, oui, moi, j'étais la première à dire, mais pourquoi ils font pas ci et pas ça ? Et d'ailleurs, je le dis toujours par rapport au gouvernement. Le gouvernement, il y a quand même des choses assez chouettes qui ont été proposées par la Convention citoyenne pour le climat. Enfin, ce truc, c'était génial de se dire, on va mettre autour de la table 150 citoyens qui n'y connaissent rien, on va les former et à la fin, ils vont prendre des décisions qu'on acceptera sans filtre. Waouh, la promesse, elle était forte, quoi. Et il y a plein de propositions qu'ils ont faites que je trouve hyper intéressantes et... que tu as pu récupérer, toi, à l'échelle locale ? Non, pas forcément, parce que tu vois, je pense au 110 km/h qui fait encore beaucoup débat aujourd'hui, alors qu'on est dans une crise énergétique. Et c'est marrant de voir comment on a du mal à avancer collectivement sur des trucs qui pourtant paraissent tellement basiques, tu vois. Mais voilà, donc ouais, non, j'avais pas mal d'a priori et tout. Et après, en fait, le quotidien d'une élue, il est aussi beaucoup de ce qu'en fait chaque élu. C'est-à-dire que tu vas interroger mes 40 camarades, il n'y en a pas un qui a le même quotidien. Il y a des choses qui se ressemblent. Mais moi, en plus, j'ai la chance d'avoir une délégation qui est beaucoup dans l'humain. Hein, voilà, la vie associative. Et puis maintenant, maire de quartier. Donc vraiment en proximité avec les habitants. Vraiment du quotidien, quoi. Hein, de la rue, des trottoirs, des poubelles par entrée, des crottes de chiens. Bah, voilà, c'est aussi ça. Et à côté de ça aussi, toute l'animation, les projets qu'on peut monter ensemble. Donc c'est très, très, très varié. Ok, non, en tout cas, tu as l'air de t'éclater dans ton rôle. Tu es plutôt satisfaite de l'impact que tu peux avoir sur la vie locale. Après, sur l'impact au niveau vraiment écologique, c'est pas moi à mon échelle, c'est vraiment un travail qui est partagé par toute mon équipe et on est tous des convaincus. Pendant la campagne, Pierre Urmic qui disait j'ai une équipe de cœurs vaillants et j'aime beaucoup cette image et je crois que c'est vraiment ça. Je parlais tout à l'heure de mon niveau de fatigue et tout. Il faut quand même bien que les gens se rendent compte à quel point c'est engageant. On parlait de la vie privée, voilà, des enfants, de la famille, mais aussi c'est très engageant intellectuellement. On nous demande au quotidien une masse de travail considérable, voilà, et puis d'avoir
une disponibilité d'esprit, de représenter, d'être sur le terrain et à la fois de lire des dossiers, de les synthétiser, de les retenir. Enfin, il y a vraiment c'est un sacré job, quoi. Et voilà. Et donc, l'impact, il n'est pas à moi, à ma petite échelle, finalement, mais il est quel honneur de faire partie de cette équipe de cœurs vaillants et de porter ensemble ce projet municipal et qui jour après jour, emmène Bordeaux sur une trajectoire beaucoup plus soutenable. Bon, je te taquine de temps en temps avec ça, mais ça te donne envie d'aller plus loin? On peut te voir ministre un jour? Moi, j'y crois, Camille Choplin, ministre. Non, blague à part, est-ce que ça te donne envie pour la suite de continuer ou de saisir les opportunités qui pourraient se présenter? J'ai bien compris que ce n'était pas forcément un dessein personnel d'être en politique pour toi, mais voilà, est-ce qu'il y a des choses que ça a fait naître et que tu aurais envie de... Ouais, ce qui est sûr, comme tu dis, c'est que là, je m'éclate. Donc moi, tant que je trouve ça intéressant et nourrissant et que je ne me crame pas, et ça, j'y suis très vigilante, pourquoi s'arrêter? Après, j'ai encore pas dit, je sais pas à quel moment il faudra dire si on se réinscrit sur la prochaine liste ou pas. J'en sais rien. Voilà, on verra. Mais c'est vrai que là, je pense que, je suis loin d'avoir fait le tour. Puis alors là, en plus, je démarre un nouveau défi qui est celui d'être maire de quartier, 23 000 habitants, il y a plein de choses à faire. Donc forcément, là, je ne vais pas dire je m'arrête demain, quoi, ça c'est sûr. Après, ministre, non, ça ne m'attire pas du tout. Non. Mais bon, il faut que j'arrête de dire non. Voilà, mais non, franchement, je pense pas que ça soit ma place. Voilà. Ok. Je reboucle avec l'éco-anxiété, qui était notre terme. Avec ton autre casquette de maman aussi, tes enfants, ils sont aussi sensibles, j'imagine, à travers toi, mais aussi parce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui. Comment tu fais par rapport à leur éco-anxiété naissante, peut-être, ou leur réflexion? Est-ce qu'ils t'ont déjà interpellé sur ça? Quel discours tu leur portes? Alors, donc Loulou, 13 ans, il était beaucoup plus écolo, plus petit. Et je pense que comme beaucoup d'ados, il y a un moment où on n'est plus là-dessus. On est vraiment sur le quotidien, sur mon corps qui se transforme. Voilà, c'est pas... Faut pas qu'il écoute. De toute façon, il n'écoutera pas, il s'en fout. Voilà, il a une conscience très aiguisée, il est hyper au courant. Alors moi, je suis toujours assez fascinée de voir à quel point il est au courant de ce qui se passe dans le monde. Ouais. À un moment, il faisait des dessins de presse et tout, il était très... j'ai une petite fascination pour mon fils quand même, faut dire ce qu'il est. Voilà, il a un côté très féministe aussi. Enfin voilà, je pense que c'est cette nouvelle génération. Enfin pour lui, c'est même pas un sujet quoi. C'est c'est comme ça. Il faut avancer, il faut faire les choses. Ma fille, elle adore 8 ans. Elle est ramasser les mégots avec moi, faire des trucs comme ça. Ça, elle adore. Ça la choque beaucoup quand on fait des choses qui n'ont pas de sens pour elle. Elle comprend pas la pollution, tout ça. Enfin voilà, mais voilà, elle est encore petite, quoi. Mais c'est vrai que c'est... Mais je pense que, voilà, pour eux, c'est ancré, quoi. C'est... Oui, ils n'ont pas encore forcément exprimé, parce que je sais que c'est le cas de certains parents qui se retrouvent confrontés. J'entendais une interview de Flore Vasseur, qui fait des reportages et des documentaires, et qui dit que ça a été un tournant de sa vie, la discussion avec son fils de 7 ans, elle a eu une discussion pendant 1h30 qui lui faisait part de ses peurs et de ses inquiétudes, dans quel monde il allait grandir. Et voilà. Donc toi, tu n'as pas été forcément confronté à ça avec cette... Alors moi, je pense que ça serait plus Loulou. C'est pas de la peur. Lui, très clairement, à un moment, hein, mais même moi, je crois que c'était vers cet âge-là, il a dit il faudrait que les humains meurent. Ouais, c'est fort. Ah oui, quand même, on en a été là-dessus. Comment tu réagis à ça quand c'est un peu dur. Moi, j'essaye après de lui montrer des humains qui font des belles choses. Parce que lui, en gros, il dit, mais les humains, ils pensent qu'à polluer, gagner de l'argent, polluer la planète et tuer des animaux. Il a été végétarien pendant 2 ans. Là, pareil, il est un peu revenu à la viande parce que... Voilà, mais pendant 2 ans, ni viande ni poisson, il n'y arrivait plus, quoi. Donc là, quand c'est comme ça, tu dis OK, t'essayes de faire attention à sa croissance. Quand il te dit ça,
Comment tu Par rapport à l'alimentation ? Oui, par l'alimentation. Oui, de toute façon, à la maison, on a quand même une petite tendance végétarienne, donc c'était pas un souci, mais ouais, voilà, on a fait attention avec le médecin, etc. Enfin, voilà. Mais c'est vrai que quand il m'a dit il faudrait que l'humanité disparaisse, j'étais vraiment pas à l'aise, hein. Et je me suis dit, voilà, est-ce que ça vient de moi, de nous, ou est-ce que c'est lui qui s'est mis cette idée en tête et voilà. Et donc, j'ai à cœur de lui montrer aussi qu'il y a des humains qui font des choses magnifiques, qui aident les animaux, qui restaurent. Il n'y a pas que des humains destructeurs, quoi. J'ai l'impression qu'il y a une plus grande sensibilité, une extra-sensibilité dans cette, j'aime pas le terme de génération, mais en tout cas, chez les jeunes de cet âge-là aujourd'hui. Alors, je sais pas comment, est-ce que c'est par le niveau d'information qu'on a, est-ce que c'est par l'énergie qui circule, mais en tout cas, il y a une prise de conscience très tôt, plus qu'à mon âge, en tout cas, quand j'avais leur âge, qui est incroyable, quoi. Et ça donne de l'espoir, mais je m'interroge toujours sur comment accompagner ça, comment nourrir ça, parce que c'est pas évident aussi à des âges différents voilà, on a déjà nos inquiétudes, nos peurs à nous à gérer, et c'est particulièrement difficile, je crois, d'être parent ou de devenir parent dans ce contexte-là. Ok, donc si je résume, tes remèdes à l'éco-anxiété, c'est la joie, mais tu sais pas juste un poncif, tu le cultives, tu vas sur tes énergies, tu cherches d'abord toi à te mettre en joie, et l'autre remède, ce serait l'action. Et justement, c'est aussi ce qui va nous intéresser, puisque ce qui fait, selon moi, l'éco-anxiété, c'est qu'on a conscience, mais on sait pas comment aller dans l'action. Il y a quand même un troisième truc, et j'en ai pas trop parlé, mais c'est un peu sous-jacent, c'est le lien, quoi. Et moi, c'est... Les autres. Les autres et comment, justement, connecter. Voilà, c'est le mot. Moi, j'adore connecter les gens entre eux, et j'adore le sentiment de l'intelligence collective, le sentiment de travailler ensemble, de faire des projets ensemble. Et je pense que ça, quand on fait des manifs pour le climat, mais on pourrait se dire ça sert à rien, mais en fait, moi, je continue à y aller parce que ça me fait du bien de voir que je suis pas toute seule, quoi. Et c'est cette énergie collective, et ces panneaux qui sont toujours tellement drôles avec ces phrases. Je me dis, mais pourquoi je l'ai pas trouvé? Tu vois, ces accroches et tout. Et ça fait du bien d'être en lien avec des gens, et voilà. Et c'est aussi en ça que j'aime tant la vie associative. C'est que c'est des gens qui se mettent ensemble pour porter un projet collectif. Mais voilà, qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre dans l'absolu? Qu'est-ce que t'attends? Enfin, c'est pas une exigence, j'entends bien, mais qu'est-ce qui est possible? Alors je ne suis plus dans Souti, mais si j'étais dans ton quartier, que tu parles d'initiatives citoyennes, ah oui, on l'a pas mentionné, mais il y avait le Parlement mobile aussi que tu as initié, qui était tu veux en parler peut-être de cette initiative, parce que c'est très en lien avec le lien dont on vient de parler. Oui, justement. c'est vrai. Le Parlement mobile, c'est une structure en bois qui fait un petit parlement, un petit hémicycle, et qui se déplace de quartier en quartier. On peut y rentrer à 60-70 personnes. Et l'idée, c'était d'aller dans les quartiers à la rencontre des habitants, sur les places, là où ils sont. Et on le fait chaque année maintenant. Donc, moi, j'ai initié ça il y a 2 ans maintenant, pour vraiment dire aux gens, on vous offre un espace où on se pose ensemble, on discute ensemble. Et c'est vrai que ça change un peu ce rapport à l'élu. Enfin, voilà, moi, j'ai plein de collègues élus qui sont allés sur le Parlement mobile, et les habitants, et on a un dialogue très simple. Et voilà, je trouve... Et ils y viennent pour proposer, pour râler, pour... qu'est-ce qui s'y passe? Pour réfléchir ensemble? Tout ça. D'accord. Tout ça, selon la thématique du moment, ou les intervenants, selon un peu comment c'est construit. Il y a eu des temps, d'échange, de réflexion sur le quartier, ce qui va pas. Enfin, on a fait pas mal de temps différents. Et l'idée, c'est qu'il est vraiment posé toute la journée, et que tout au long de la journée, les gens vont et viennent. Et il y a plein d'espaces de débats différents. Et je me fais un peu l'avocat du diable, parce que est-ce que les gens, ils viennent pas, quand ils font des propositions pour leur quartier, est-ce qu'ils viennent pas dans un intérêt personnel, parce qu'ils veulent que cette rue-là, elle soit en sens unique, parce qu'ils en ont marre des bagnoles qui passent? Est-ce qu'il n'y a pas... comment cultiver
Quel est ton témoignage, toi, par rapport à ça ? Il y a parfois, évidemment, des initiatives individuelles où les gens vont faire pour eux-mêmes. Après, c'est à nous d'être vigilants. Et c'est aussi ça, construire la ville avec les habitants. C'est ce que j'ai dit dans mon discours, c'est avoir comme boussole l'intérêt général. Oui, monsieur machin va me dire qu'il veut ça, madame machin va me dire qu'elle veut ça. Nous, il faut qu'on agrège un peu tout ça et qu'on regarde ce qui est bon pour l'ensemble du quartier et de la ville. C'est moi, ça fait partie des raisons qui m'ont encouragé à lancer cette initiative. C'est que je me dis que tant qu'on n'est pas, pour reprendre ma métaphore, capitaine de sa vie, qu'on n'a pas choisi sa vie, qu'on ne se sent pas bien dans notre tête, dans notre basket, c'est très difficile d'aider les autres ou de s'intéresser à l'intérêt général, en fait. Donc, on ne peut, je pense, mais ça m'intéresse d'avoir ton avis, que les transitions collectives iront à la vitesse des transitions individuelles. Ouais, je suis assez d'accord, mais ça, du coup, c'est très personnel et ça, nous, on ne peut rien faire là-dessus. Enfin, moi, là, en tant qu'élu, je ne peux pas aller dire aux gens, prenez-vous aux mains. C'est pas ton rôle, ouais. Tu vois, mais c'est sûr. Mais là, je pense qu'il y a quand même un mouvement de fond de prise de conscience et individuelle et collective qui va dans le bon sens. Enfin, pour observer un peu la société depuis toutes ces années, je pense quand même qu'on est sur un bon chemin là. Donc, ma question, c'était aussi quelle possibilité de contribution quand les personnes disent moi j'aimerais faire plus mais je ne sais pas comment m'y prendre, j'aimerais donner un coup de main mais je ne sais pas comment. Quelle liste non exhaustive, bien sûr, tu peux nous inspirer qui est possible. Il y a tellement de choses possibles, c'est vrai, ça peut donner un peu le tournis. Hier soir, j'étais dans un café associatif qui s'appelle Le Petit Grain, qui est à Bordeaux Sud. Avant, c'était une place un peu... il y avait du deal, ça traînait, etc. Et des habitants se sont fédérés en collectif, au départ pour végétaliser leur rue. Et puis, petit à petit, ils se sont dit, tiens, si on lançait un café. Et donc, ils ont repris un vieux café un peu pourri et ils en ont fait un café associatif de quartier. Et en fait, dans ce café, tous les jours, il y a des ateliers proposés par les habitants. Donc des ateliers gratuits, proposés gratuitement par les habitants, pour les habitants. Moi, à chaque fois que je vais là-bas, ça me nourrit tellement. Enfin, c'est tellement formidable. Et donc, il y a toute une organisation collective. Ils ont réussi maintenant à recruter des salariés pour faire en sorte de faire vivre ce lieu. Et ils me disaient à quel point ils ont une mixité à la fois de public et intergénérationnel. Et c'est ça qui est pour moi un peu le plus difficile. Enfin, pour l'instant, on a l'impression qu'il y a un peu chacun qui vit de son côté. Et c'est difficile de faire se rencontrer les gens. Et pour ça, il y a organisé des petites fêtes de quartier, des concerts, des animations comme ça dans la rue où tout le monde se retrouve. Et ça rejoint la joie dont on parlait tout à l'heure, mais il y a des choses simples. L'associatif reste un territoire... le café associatif, c'en est un, mais il y a tellement d'associations. On a 8000 associations à Bordeaux, donc il y a forcément une association et où on peut donner 1 heure de son temps de temps en temps, ou vraiment rentrer dans le conseil d'administration si on a plus de temps pour vraiment aider au projet, quoi. Quel est ton regard là-dessus sur faire à son échelle ? Ça a été un débat aussi, ces éco-gestes là où on essaye de mieux faire à notre niveau, mais après c'est vrai que on a été un peu culpabilisé par la communication en disant c'est à vous de faire les efforts. Toi, tu vis ça comment à ton niveau ? Est-ce qu'il faut contraindre ça ? C'est toujours délicat parce que les partis écologistes sont un peu montrés du doigt aussi comme voulant imposer une sorte de diktat écologique. C'est un débat. J'ai pas mal. J'ai quelques personnes dans mon entourage qui s'interdisent d'avoir des enfants au nom de la cause écologique. Comment tu vois tout ça ? Est-ce que... tu parlais tout à l'heure de transition individuelle, et moi je pense que les éco-gestes, comme on dit, ça nous aide à aller vers ça. Faut bien commencer quelque part, quoi. On dit souvent le premier pas c'est le plus difficile, et finalement moi je dis j'y suis arrivée par la santé, mais ça peut être par plein de choses, et faut bien démarrer quelque part. Donc moi je pense qu'il faut pas
diaboliser les éco-gestes ou quoi, parce que t'as quand même cette impression de faire quelque chose, de faire ta part, et tu commences par ça, et puis petit à petit, tu vas aller de plus en plus loin parce que tu vas toujours découvrir des choses. Et moi, ce qui me gêne, c'est qu'on nous le montre toujours comme faire des efforts. Et ça, c'est gênant. Parce que c'est pas des efforts, hein. Finalement, tu t'allèges, ta vie, elle est plus simple. Enfin voilà, moi, je passe pas mes samedis après-midi à faire du shopping, ça m'intéresse pas. Et je pense que quand on est dans la surconsommation un peu permanente, cette frénésie, finalement, on perd beaucoup de temps à faire des trucs inutiles et puis qu'au final, ne nous rendent pas heureux. Donc les éco-gestes, pour moi, c'est bien pour commencer à détricoter un peu la pelote, quoi. C'était quoi le sacrifice le plus dur, toi, que tu as eu à faire dans tes éco-gestes ? Mais tu vois, moi, par exemple, j'ai pas pris l'avion depuis 10 ans. Enfin, même peut-être plus, parce qu'en fait, je me souviens plus la dernière fois que j'ai pris l'avion. Donc c'est quand même... voilà. Je dis pas que je le reprendrai jamais. Je suis pas dans ce truc-là, tu vois. Mais pour l'instant, ça me gêne pas. C'est pas un sacrifice, ça, pour le coup. Je dis sacrifice, ça t'a peut-être fait rater des opportunités. T'avais peut-être envie de partir découvrir un pays lointain que t'as pas fait. Est-ce que c'est... Quand je parle de sacrifice, parce que j'ai l'impression que quand tu parles d'effort, c'est ça. Oui, c'est des choses... je serais bien végétarien, mais j'adore mon saucisson et mon steak. Oui. Enfin, tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'est-ce que ça nous coûte. Il y a des choses qui sont faciles à lâcher. Mais il y a des choses qui nous sont plus difficiles. Voilà. Ouais, mais voilà, mais tant qu'on est sur cette question-là de sacrifice et tout, je pense qu'on prend le problème un peu à l'envers, quoi. C'est, tu vois, moi, pas se culpabiliser. Moi, j'ai pas pris l'avion, mais je me sens pas pour autant frustrée. Voilà, j'ai découvert la France et j'adore mes vacances, quoi. Donc c'est pas un souci. Là, on prévoit un voyage en Écosse. Et c'est là où je trouve que le système est quand même terrible, c'est que ça me coûterait que dalle de prendre un EasyJet pour aller à Glasgow. Sauf que comme je ne veux pas prendre l'avion, je vais essayer de prendre le train et de faire un voyage un peu qui, moi, m'enchante personnellement. Prendre le temps du voyage, je trouve que c'est aussi intéressant que la destination. Mais ça va me coûter beaucoup plus cher. Et durer beaucoup plus longtemps. Et là, il y a un souci. Le temps, à la limite, mais l'argent, et là, il y a un souci vraiment de pouvoir public. Est-ce que c'est normal qu'on continue à payer des billets d'avion à 40 balles pour aller passer un week-end au Maroc ? C'est pas normal. Et ça, vraiment, c'est là-dessus où les pouvoirs publics, et on te demande d'éteindre la lumière et le Wi-Fi, et à côté de ça, le kérosène en fait, Camille. C'est de la faute du gouvernement. Il faut que tu sois ministre. Moi, oui, mais si j'étais ministre, est-ce que j'arriverais pour autant, tu vois, c'est pas possible. Ouais, je pense que c'est sûr. Bon, si je résume en gros... Regarde Nicolas Hulot. Hein, oui. Quand il est parti, ça a été un choc. Ça a été aussi un vrai choc pour les Français. Hein. Et voilà, si on remonte un peu le temps, là, ces dernières années et tout, il y a eu quand même une vague de chocs successifs qui ont accéléré, selon moi, la prise de conscience. Et c'est hyper intéressant à observer. Je pense que les choses vont beaucoup plus vite qu'il nous le semble, en fait, dans cette prise de conscience collective. Et on est plus nombreux qu'on ne le croit. Je vois... les médias raffolent des mots à la mode, donc là, le mot de sobriété n'existait pas. On invente des nouveaux mots tout le temps aussi, ça c'est autre chose, des néologismes, etc. Mais il y a des choses qui vont très très vite, selon moi, en ce moment, quoi. Alors, ça va jamais assez vite, mais on mesure pas des fois le temps. Ouais. Oui, je parlais des néologismes, là. Parmi les derniers qui sont nés, il y a l'écoterrorisme. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce jugement, mais désobéissance civile, tout ça, c'est quoi ton point de vue sur ce positionnement-là ? Moi, je pense que à force de pas être entendu quand t'es gentil, forcément, tu deviens un peu plus virulent, quoi. Donc voilà. Toi, tu arrives bien, tu restes gentil, tu te fais entendre. Je me fais entendre. Finalement, peut-être pas tant que ça. Et moi, je comprends ce truc de faire des actions un peu choc pour interpeller. Après, l'intérêt que ça, c'est que ça fait parler. Ça fait du débat. Et petit à petit, ça permet de poser les choses. Après, parler d'écoterrorisme alors qu'on verse une boîte de tomates sur une vitre, faut pas... Voilà, il y a de l'écoterrorisme, des mecs qui faisaient sauter des ponts ou je ne sais quoi. Ça, oui, mais... donc voilà, mais moi je comprends aussi tous ces scientifiques qui se sentent pas du tout don't look up, pas du tout entendus et tout. Faut bien trouver J'ai l'impression qu'on est un peu dedans dans Don't Look Up. On est complètement dedans. Le film,
Ok, donc si je résume, aller sur ses énergies à soi, être dans le mouvement, être dans la joie, ne pas se culpabiliser, faire de son mieux en fait, quoi. Ouais. C'est ça. Faire avec les autres, Ouais. se rapprocher des autres, regarder les initiatives qu'il y a autour de nous, se connecter. La théorie des petits pas aussi, c'est pas une réponse absolue, mais voilà, par étapes, tirer le fil. Si ça n'existe pas, le faire soi-même à petite échelle. Ouais. Ne pas attendre de changer tout le monde, mais d'avoir un impact sur sa rue. C'est déjà ça. Ouais. C'est ce que tu attends d'essayer de Complètement. construire avec le quartier. Pour compléter un peu tout ça, quelles seraient les initiatives, alors peut-être pas uniquement locales, mais je pense à Time for the Planet, par exemple, qui a connu un essor fulgurant là, en quelques mois, donc, qui sont des jeunes aussi, qui se sont donné la mission de lever 1 milliard d'euros pour financer des startups qui combattent le réchauffement climatique. Voilà, quelles autres sources d'inspiration ou initiatives tu nous incites à suivre ou à aller chercher? Là, il y a le documentaire de Cyril Dion que j'ai pas encore vu, là, en 3 volets, mais visiblement, il marche très bien sur le replay d'Arte. Donc, je pense que ce genre... on parlait des récits tout à l'heure. Je pense que ce genre de récits sont hyper importants. Moi, je crois qu'on a tellement l'habitude de vivre en crise depuis des années. C'est la crise ceci, la crise du Covid, la crise énergétique, la crise l'Ukraine, etc. Moi, je crois qu'on vit une crise de l'imaginaire, en fait. Les gens, ils n'arrivent pas à envisager comment pourrait être le monde. On est tellement habitué à être dans ce monde-là, justement, matérialiste, surconsommation, pollution, qu'on a du mal à imaginer un monde plus cool, quoi. Mais c'est ça, en fait. Moi, quand on parle de sobriété heureuse, c'est juste ça. C'est comment on se passe de pétrole, parce qu'à un moment, le pétrole, il faut juste le laisser dans le sol, quoi. C'est plus possible de le sortir. Donc, notre économie dépend à 99% du pétrole. Comment on fait aujourd'hui pour se sortir du pétrole? Ouais, ça va être un peu plus d'huile de coude. Ça va être peut-être utilisé... Mais là, on est en train de demander à un drogue addict de s'arrêter, quoi, par la volonté. C'est compliqué, drogué. Quoi. On est drogué. On est drogué, quoi. On est drogué. On est drogué. Et puis tellement de choses, on est drogué en plus. Reprendre une image, c'est cette énergie-là fait de nous nous donne des pouvoirs presque illimités en termes de communication, de transport. Ouais. Se passer de ça semble difficile, quoi. Mais toi, tu y crois, quoi. Moi, je pense qu'il y a des gens aujourd'hui qui font plein de choses formidables, qui sont beaucoup plus heureux que la plupart des gens qui sont justement accros, comme tu dis. On est accro au pétrole, on est accro aux réseaux sociaux, on est accro aux médicaments, on est accro à l'argent. Ça fait quand même un peu flipper de voir à quel point. Et tu as à côté de ça, voilà, des gens qui réinventent des modèles d'agriculture. Par exemple, moi j'adore tous ces jeunes qui se mettent en collectif pour pouvoir justement avoir des week-ends et avoir des vacances. Et ils s'aident les uns les autres et ils sont interchangeables, entre guillemets. Ça, c'est hyper intéressant. Les gens qui construisent des choses, les métiers anciens qui reviennent un peu à la mode. Voilà, donc moi je suis pas pour le retour à la bougie, il faut arrêter avec ça, c'est n'importe quoi, mais c'est juste de se dire, voilà, si demain tout s'effondre, ou, voilà, là on le voit, on a une hausse des prix, mais comment on fait, comment on continue à faire ce qu'on fait, mais en étant plus sobre, et comment on s'adapte, quoi. Comment on s'organise. On transforme des contraintes en opportunités, en Exactement. Gros. Mais c'est vraiment une crise de l'imaginaire. Et Rob Hopkins, il a écrit un super bouquin là-dessus, Et si, 3 petits points, et où il parle justement de cette crise de l'imaginaire et de toutes ces initiatives à travers le monde qui sont super. Tu peux juste redire, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est Rob Hopkins? Rob Hopkins, il est dans le film Demain de Cyril Dion. Si les gens n'ont pas vu le film Demain, il faut le voir avant de voir les 3 documentaires qu'il vient de faire. Je pense que ce film, il est assez fondateur. C'est un spécialiste de la transition et il se passionne sur ces questions-là. À la base, il était prof de permaculture et il se passionne pour tous les mouvements de la transition à travers le monde, et donc il est très au fait de tout ce qui se passe, et très inspirant aussi. Et il est très inspirant, il est très joyeux et il est il fait partie de ces personnes qu'on a envie de suivre, quoi. Donc d'autres inspirations que pas forcément liées à l'écologie, mais des choses que soit une initiative, soit un bouquin, un film, tu nous en as parlé d'un, mais est-ce qu'il y en a d'autres que tu vois qui peut être utile pour quand on a envie de plus contribuer aussi?
Quand on a envie de plus contribuer, il y a tout le travail aussi que fait Julien Vidal, qui est super intéressant. Il a écrit des bouquins, justement, Ça commence par moi, où il part de l'initiative individuelle pour petit à petit essaimer. Et là, il est sur un projet qui s'appelle Les 30 Glorieuses. Et je pense qu'on est pas mal aussi sur cette histoire de récit. Il y a le bouquin de ma copine Ève Gabriel qui a écrit La part cachée du monde, qui est un roman d'anticipation sur le monde, justement un monde un peu futuriste qui fait un peu peur. Et en même temps, dans la deuxième, le début est un peu anxiogène, j'avoue. Et après, dans la deuxième partie, on va sur des modes de vie beaucoup plus soutenables. Et c'est vraiment très chouette à lire. Voilà. Il y a Pierre Chevel aussi qui a écrit des bouquins qui s'appellent Changer le monde en 2 heures. Donc ça, c'est vraiment intéressant, tout un programme. Tout un programme pour les gens qui disent ouais, j'ai pas le temps. Et là, il te donne des astuces, même en 15 minutes. Il y a des trucs pour faire ta part en 15 minutes. Donc là, c'est vraiment pas une question de temps. C'est juste une question que tu n'es pas au courant. Donc au moins, tu as l'info et puis tu t'en fais ce que tu veux derrière, quoi. Et ça me renvoie à la fameuse, la célèbre phrase de Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Ça résume aussi un petit peu tout ce que tu nous as dit, quoi. Avant de changer le monde, il faut changer son monde et travailler sur soi, finalement. Exactement. Être capitaine de sa vie, quoi. Exactement. Bon, ça m'arrange bien qu'on conclue là-dessus. Voilà, l'épisode touche à sa fin. Et puis un grand merci, Camille, de ton temps précieux pour l'énergie que tu diffuses. C'est un plaisir de passer ce moment avec toi. Dans un instant, je te laisserai le mot de la fin parce que j'ai une petite tradition, donc je te poserai une dernière question. Mais avant tout, j'en profite c'est un réflexe que je n'ai pas encore. Alors je vous invite, on me l'a dit, à vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes et bien sûr à le noter au maximum pour qu'il soit visible pour d'autres personnes en quête de sens et d'une vie choisie. Les capitaines sont présents sur LinkedIn, Instagram, et puis si vous souhaitez suivre les prochains projets, puisque c'est un projet vivant, en évolution, ou me suggérer des prochains invités que vous trouvez inspirants, en lien avec une vie choisie, vous pouvez m'ajouter, notamment sur LinkedIn, Baptiste Marin. Nous débutons aussi, je fais mon autopromo, 2 nouveaux parcours collectifs pour passer le cap de cette nouvelle année, embarcation le 16 janvier prochain. Il reste quelques places disponibles. Et si vous ne pouvez pas vous joindre à nous cette fois, vous pouvez vous rattraper avec un second parcours qui larguera les amarres le 21 février prochain. Je vous quitte normalement sur une citation. Là, c'est un extrait du poème de Ernest Henley qui s'appelle Invictus, qui a inspiré Mandela tout au long de sa vie et qui finit en disant « Aussi étroit soit le chemin, nombreux les châtiments infâmes, je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. » Le mot de la fin revient à notre invité du jour. Camille, merci beaucoup. Ma dernière question, c'est quoi pour toi être capitaine de sa vie ? C'est quoi pour moi être capitaine de sa vie ? Alors déjà, un capitaine, il est rien sans son équipe. Donc je vais revenir sur le collectif, mais je crois que c'est super important. On s'en sortira pas tout seul. On n'est pas des gens qui vivons sur des îles désertes. Nous sommes des êtres sociaux et donc on a besoin les uns des autres. On est interdépendants les uns des autres. Donc le capitaine, il donne le cap, mais s'il n'y a pas les matelots, les moussaillons, la vigie et compagnie, il va pas bien loin, et ceux qui rament ou je ne sais pas, et même le vent, le soleil. Donc voilà, être capitaine de sa vie, c'est peut-être prendre soin de soi et prendre soin des autres qui nous entourent, humains et non humains. Merci Camille Choplin. Merci Baptiste.